Bienvenue à Ciné-Histoire hors série numéro 2, déjà deuxième épisode. Je suis toujours accompagné de Jade, ça va bien? Oui, ça va. On est dans un contexte, ma foi, particulier. La quarantaine à l'achève, tranquillement. Ouais, achève, oui. Non, on s'habitue tranquillement, mais somme toute, ça se passe bien. Puis toi, Alex? Ah, ça va, ça va. On regarde beaucoup de films, mais écoute, on tourne en rond un peu, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on parle de l'édition, du numéro 2 en fait, de la collection Criterion, qui est Seven Samurai. Seven Samurai, un des plus grands classiques, je crois, là, du cinéma d'action, d'aventure. Un film japonais, donc soyez indulgents aujourd'hui sur nos prononciations des acteurs et des titres japonais, parce que on n'a pas Josh ici qui est plus à l'aise avec ça pour nous en faire part. Je commencerai peut-être justement vite avec la petite fiche technique. Et évidemment, elle est affichée à l'écran si vous nous écoutez sur YouTube. Évidemment, c'est Seven Samurai, ou le vrai titre a fait Shishinin no Samurai d'Akira Kurosawa, un des plus grands réalisateurs japonais de l'histoire, mais un des plus grands réalisateurs mondiaux, ouais. C'est un film qui est sorti en 1954. 207 minutes, c'est ça. 3 heures et demie. C'est une bonne écoute. Ça s'écoute quand même. Ça a quand même passé vite, là, je pense. Ça s'écoute bien, surtout pour le fait aussi qu'il est séparé en 2 actes, là, Ouais. comme le Tarantino Ouais, aussi qu'on avait vu. Une petite intermission, là, ce qui était quand même commun à l'époque là, pour les gros films. En noir et blanc. Il vient évidemment du Japon. C'est un film épique, un drame aussi d'une certaine façon. C'est pas un film de guerre conventionnel. Il y a beaucoup d'aspects dramatiques, disons. C'est aussi un film de samouraï. C'est un genre en soi là, qui est l'équivalent à peu près du western, mais pour le Japon. Ça a gagné quelques prix un peu partout où ça a passé, notamment le Lion d'argent à la Mostra en 1954, donc c'est le deuxième meilleur film de la compétition. Ça a eu 3 nominations au BAFTA, qui sont l'équivalent des Oscars britanniques, comme meilleur film et film international, pardon, et 2 fois comme meilleur acteur. On va le mentionner un peu plus loin. Ça a eu 2 nominations aussi aux Oscars, et non pas le film meilleur film étranger, mais bien pour les décors noir et blanc et costumes noir et blanc. Il y avait les 2 compétitions à l'époque. C'est une époque de transition entre la couleur et le noir et blanc. Donc tu avais la compétition en couleur et la compétition en noir et blanc. Malheureusement, elle n'a gagné aucun des prix. Je commencerai peut-être par parler un peu du film, là, le résumé. Non, en fait, je vais parler de l'édition Criterion avant, qui est... sur le site, ça dit qu'il est discontinué, mais je crois que c'est juste peut-être une petite rupture de stock. Peut-être des gens ont fait des provisions durant la quarantaine, là, mais c'est ça. En théorie, il est toujours disponible. Donc, l'édition Criterion, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend évidemment le transfert digital haute résolution. C'est un film qui est disponible en Blu-ray, contrairement à La Grande Illusion, notre émission, notre dernier film dont on a parlé. C'est ça, il y a une version rehaussée de la bande sonore aussi pour l'édition Blu-ray de Seven Samurai. Il y a 2 commentaires audio, l'un avec les professeurs universitaires David Desser, Joan Mellon, Stephen Prince, Tony Raines et Donald Ritchie. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Puis l'autre seulement avec l'expert en cinéma japonais Michael Jack. Il y a aussi un documentaire de 50 minutes sur le tournage du film. Il y a une conversation vidéo de 2 heures qui s'appelle My Life in Cinema, tournée en 1993 avec Kurosawa et Nagisa Oshima. Il y a un documentaire qui s'intitule aussi Seven Samurai Origins and Influences, qui porte sur la tradition des samouraïs et les films qui ont influencé Kurosawa pour faire Seven Samurai. Il y a des bandes annonces, on en a vu une, je crois, une ou 2, parce que nous, on l'écoutait évidemment sur le Criterion Channel, leur plateforme de streaming. Il y a quelques-unes des bonus features qui est disponible sur la plateforme, mais ils sont pas tous là. On en a vu une, elle avait pas de son, je sais pas pourquoi elle avait pas de son. On en a écouté une deuxième avec du son, puis c'était correct. Il y a aussi une galerie de posters rares et des images behind the scenes, des images inédites d'archives. Il y a aussi ça je crois que je vais le mentionner peut-être un peu plus loin, il y a une mise à jour des sous-titres depuis, je crois qu'il y a peut-être des termes avant ça qui ont mal vieilli ou du vieil anglais, je sais pas, j'ai pas accès à l'ancienne version, mais c'est ça, Criterion a mis à jour les sous-titres.
Puis, enfin, dans comment, pas virtuelle, mais l'édition matérielle, en tout cas, peu importe. Il y a un livret, comme dans chacun des livres, il y a un livret d'essais avec plusieurs critiques et historiens comme Philip Kemp, Archer Penn, Sidney Lumet, qui est le réalisateur aussi, notamment de 12 Angry Men et d'autres films de Criterion aussi, Peter Cowie. Puis il y a aussi une entrevue rédigée avec Toshiro Mifune de 1993. Mifune qui est un des plus grands acteurs japonais de son temps. Bon, c'est sûr que quand tu joues dans 15 films de Kurosawa, tu t'occupes pas mal, t'as quand même une belle... un beau rayonnement à l'international. Puis je crois Criterion a d'ailleurs annoncé qu'il allait faire une collection spéciale sur Mifune. Il a joué dans beaucoup de films de Kurosawa, mais il a joué dans d'autres grands films japonais, notamment la trilogie du samouraï, qui viendra assez vite, je crois, dans nos prochaines émissions. Le film, ça parle de quoi? Ben, ça se déroule en fait en 1586. Durant la période Sengoku de l'histoire japonaise. C'est une période qu'on appelle également l'ère des provinces en guerre. Elle est marquée par des turbulences sociales, des intrigues politiques et des conflits militaires quasi constants entre 1477 jusqu'en 1573, ce qui ferait contraste parce que, comme je viens de dire, ça se passe en 1586, mais on s'entend pas pour dire si ça se finit en 1573 ou en 1615. Donc en 1573, en fait, c'est la fin du shogunat. Ça donne faim, hein, pour ceux qui connaissent notre restaurant de sushi habituel. La fin du shogunat Ashikaga. Mais en 1615, c'est en fait le siège d'Osaka qui mettrait bel et bien fin à la période Sengoku. On suit l'histoire d'un village qui, pour empêcher que des bandits viennent voler leur récolte de riz et d'orge, une fois la moisson venue, voudront engager des ronins. En fait, des ronins, c'est des samouraïs sans maître, parce que la plupart des samouraïs ont des maîtres, justement. Donc, pour se protéger. Le film est divisé en deux parties, comme on a dit. Il y a une intermission entre les deux, une intermission musicale de 5 minutes, je crois. Dans la première, on suit les villageois et leur quête pour trouver les 4 samouraïs, parce qu'ils en veulent 4 au départ. Parce qu'il faut dire que c'est un village assez pauvre, puis ils n'ont pas beaucoup de ressources en fait. Donc la seule chose qu'ils peuvent offrir aux samouraïs, c'est de la nourriture. Donc ça prend des samouraïs qui ont faim, littéralement, ou en tout cas des samouraïs qui se battent pour autre chose qu'une récompense à la fin. Après leurs insuccès, ils vont dans un village où il y a beaucoup de samouraïs, une ville probablement, où il y a beaucoup de samouraïs, ils essaient d'en convaincre quelques-uns, ça marche pas, mais après c'est ça, ces insuccès-là, ils décident de retourner à leur village, puis ils passent sur le chemin par un autre village où il y a un vieux et expérimenté samouraï qui est comme dans une mission pour sauver un jeune garçon des mains d'un bandit. Voyant qu'il accepte aucune récompense en retour de ce service rendu-là, les villageois par la suite vont lui demander s'il veut les aider, puis il va accepter à condition de pouvoir recruter 7 samouraïs. Ce qui est considérablement plus que ce qu'il voulait. 6 en fait, là, pour... Ouais, ben 6,5 en fait. Il en veut 7, mais il sera pas capable d'en avoir 7. Parce que c'est ça, en fait, s'ensuit alors la recherche des autres guerriers, puis le groupe va finalement être constitué d'un disciple, qui sur la route, c'est un jeune fils de riche qui va demander au samouraï, au ronin en fait, s'il peut être son apprenti. Il va être constitué aussi de quelques amis de Kambei. Kambei, c'est le vieux samouraï, justement, qui est au centre du groupe. Il va aussi trouver des personnes qui veulent prouver leur valeur en tant que samouraï. Puis il va s'entourer aussi, un peu malgré lui, de Kikuchiyo, qui est joué par Mifune, justement. Kikuchiyo, qui est une tête folle et insouciante. C'est en fait quelqu'un qui se prend pour un samouraï sans en être un véritablement. C'est souvent répété à quel point c'est pas un samouraï, mais il veut prouver sa valeur auprès des autres. Puis il est très mal vu, c'est ça, à l'intérieur du groupe. Mais bon, ils sont pas capables de s'en débarrasser. Donc il va finalement suivre le groupe. Ensemble, ils vont mettre en place divers stratagèmes pour protéger le village, notamment en inondant certaines terres, poser des barricades, puis tendre des pièges. L'acte 1 finit pas mal là-dessus. L'acte 2, c'est essentiellement centré sur la bataille, puis c'est ça, là, en tout cas, il y a une série de péripéties qu'on ne spoilera pas nécessairement, mais c'est ça. Je pourrais peut-être présenter les 7 samouraïs, c'est pas mal au cœur de l'histoire, parce qu'ils ont tous des
évidemment des archétypes, des personnalités assez différentes pour qu'on puisse les distinguer. Il y a premièrement Kambei, comme j'ai mentionné, qui est vieux, qui est honorable, et puis c'est le leader du groupe, là, véritablement. Il y a Kikuchio, que j'ai dit, c'est ça, drôle un peu. Bon, il me fait pas autant rire, mais bon, son but c'est de faire rire, je crois. Drôle et fougueux, faux samouraï. Il y a Shishiroji, qui est l'ami de longue date de Kambei et qui est un ancien lieutenant aussi. Il y a Katsushiro, qui est le fils, justement, l'apprenti, qui est fils de propriétaire terrien riche, qui est accepté pas mal de force parce qu'en fait, il était pas supposé accompagner le groupe, mais les autres samouraïs ont convaincu Kambei qu'ils se joignent à eux parce qu'ils ont besoin d'huile de coude, comme on dit. Il y a Heihachi, qui est un aimable samouraï, mais plus ou moins habile au combat, mais qui va aider à l'esprit de groupe, à la fraternité, disons. Il y a Kyuzo, qui est un sérieux samouraï extrêmement bon au combat. D'ailleurs, quand on le présente, c'est ça, il est en duel avec une autre personne, et puis finalement, il va le battre. Donc, il est très habile. Et enfin, Gorobe, qui est un archer talentueux, puis qui est essentiellement le numéro 2 du groupe, là, qui va aider à l'élaboration de nombreux pièges et stratagèmes pour vaincre les bandits. On l'a mentionné un petit peu, ben c'est ça, c'est un film réalisé par Kurosawa, qui est évidemment une figure emblématique du cinéma. Sa carrière comprend une trentaine de films qui sont presque tous devenus des classiques du cinéma japonais. D'ailleurs, je crois que l'entièreté de ces films font partie de la collection Criterion. Il y a un gros box set qui est malheureusement discontinué, là. Je pense qu'il vaut 650$, là, mais avec tous ces films, plein de bonus features et tout, tous ces films individuels sont quand même aussi disponibles via Criterion, mais c'est ça, le gros box set est malheureusement discontinué. Il se fait connaître surtout internationalement avec Rashomon, qui va remporter les grands honneurs à la Mostra en 1951, puis qui aurait même incité les Oscars à ajouter la catégorie meilleur film étranger, parce qu'il voulait absolument récompenser ce film-là. Je crois d'ailleurs que c'est le seul film à être nominé à 2 cérémonies différentes, parce qu'ils l'ont nominé pour, je crois que c'était le montage, ou en tout cas, ils ont donné un prix spécial, puis un an après, ils ont décidé de lui remettre le meilleur film international, donc c'est lui, étranger. Donc c'est lui qui est le premier, en fait, à avoir eu le meilleur film, l'Oscar du meilleur film étranger. Ses autres succès incluent Ikiru, Seven Samurai, comme j'ai mentionné, Yojimbo, Kagemusha, Ran et Dreams. J'en ai vu quelques-uns là-dedans, mais on va évidemment, quand on va être rendu là dans la collection, on va pouvoir entrer en détail dans chacun de ces films-là. Mais c'est des films qui vont inspirer évidemment tous les grands de ce monde, Sergio Leone, même dans Dreams notamment, il y a Martin Scorsese qui joue Vincent Van Gogh, et puis le financement a été cherché par Scorsese, Francis Ford Coppola, Spielberg, donc parce qu'il y a eu beaucoup de misère à financer ses films, Kurosawa, comme on va peut-être le voir un peu plus loin. Toshiro Mifune, je l'ai mentionné un petit peu aussi, c'est l'un des acteurs emblématiques du Japon. En tout, il va faire 15 films avec Kurosawa. C'est ça, il va même jouer en fait dans 1941 de Steven Spielberg. On l'a ici, on l'a jamais écouté finalement, mais ça a l'air que c'est un des moins bons Spielberg, mais bon, je serais quand même curieux de le voir là-dedans. Peut-être un mot sur Takashi Shimura qui joue Kambei en fait. Il a joué dans plus de 200 films, mais presque tous japonais. Il joue également dans le premier Godzilla qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, là, quelques sur mois. Sur lequel je me suis légèrement endormi. Ouais, c'est pas top. Pour ceux qui suivent quand même bien aussi la collection Criterion, vous saurez que le numéro 1000, en fait, c'est un gros coffret de Godzilla qui... c'est ça, je sais pas. C'est un gros coffret de Godzilla avec tous les films. Là, je pense qu'il y en a 19 au total, donc... Voilà, un jour on va s'y rendre. Le reste du cast a également beaucoup été utilisé dans d'autres films de Kurosawa, mais ils n'ont pas connu une grande carrière à l'international. Peut-être un peu quelques trivia, je sais pas, sur le film que j'ai appris soit en regardant quelques behind the scenes sur la collection Criterion, mais sinon que j'ai lu à gauche et à droite. Au départ, Kurosawa voulait faire un film sur une journée typique dans la vie d'un samouraï. Par contre, après des recherches, il découvre que l'histoire des samouraïs... Il découvre en fait une vraie histoire de samouraïs qui défendent des fermiers, ce qui va l'inspirer à monter ce scénario-là. Au départ, il y avait aussi 6 samouraïs, mais on se rend compte que c'est un peu plate d'avoir 6 samouraïs un peu sobres et qui ont à peu près tous le même caractère. Donc on décide d'ajouter Kikuchio,
pour dynamiser le tout. Donc on donne le rôle à Mifune, justement, qui au départ était casté pour être un autre samouraï, mais on lui a dit prends ce rôle-là puis fais ce que tu veux avec. Donc il a fait beaucoup d'improvisation avec ça. Ce qui est très rare pour un film de Kurosawa. C'est un metteur en scène, peut-être je pourrais le comparer à d'autres grands du cinéma québécois, par exemple André Forcier, que tu peux pas déroger, là, c'est son script puis c'est tout, puis t'essayes pas d'improviser dans un de ses films, là. Mais ça c'est un des seuls rôles en fait de la carrière de Kurosawa où il a permis de l'improvisation. Le film fait un état d'un bon engouement avant même sa sortie. Il était très attendu parce que c'est un des premiers films à gros budget du pays. En fait, il est devenu à gros budget, il était pas supposé l'être. Là, le budget a été considérablement dépassé à cause que le tournage a duré 148 jours, ce qui est pas mal la moitié d'une année, là, même un petit peu plus. Puis il va dépasser, c'est ça, le budget final va être le quadruple de ce qui était prévu au départ. Mais en fait, ça reste quand même une petite production, là, si on compare à d'autres productions hollywoodiennes du temps. Mais pour le cinéma japonais, qui était pas mal plus modeste, disons, c'était quand même considérable. D'ailleurs, le studio Toho a même a arrêté le financement à 2 reprises parce qu'il était sur le bord de la faillite. Il produisait aussi Godzilla qui coûtait cher puis qui savait pas si ça allait pogner. Finalement, les 2 films ont quand même bien fonctionné, mais c'est ça. Le film a aussi la particularité d'être possiblement le premier à aborder la structure narrative de la formation du groupe. Je vais peut-être te laisser en parler. On peut en parler peut-être tout de suite. En fait, c'est comme tu le sens, en regardant Seven Samurai, en fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait énormément de références à ce film-là dans la culture populaire et justement, tous les films là, de heist, les Ocean Eleven, les Suicide Squad, tout ça, tous les films là où il y a la formation d'une équipe pour faire un coup, là, ça vient de là, finalement. Bon, peut-être qu'il y a d'autres racines plus profondes là, que celle-là, mais apparemment que ce serait vraiment celui-là là, qui instaure ça, le leader qui va chercher chacun des personnes du groupe. Puis c'est aussi dans Seven Samurai, c'est qu'on assiste en fait à des scénettes là, qui présentent vraiment chacun des sets dans leur vie quotidienne, pourquoi on va les chercher, tout ça, leurs skills dans le fond, là, puis c'est que ça fait ça dans tout ce genre de film-là, justement, de se bâtir une équipe là, pour quelque chose, puis que chacun a ses talents là, qui sont nécessaires, tout ça. Je pense beaucoup à Ocean Eleven là, en disant ça, mais c'est exactement ça, là. C'est des scènes un peu rapides là, qui, moins dans ce cas-ci, là, mais qui montrent justement là, pourquoi on va les chercher. Et je sais pas où aller avec ça. Non, c'est à peu près ça. En fait, Roger Ebert va même affirmer que ce serait la première fois qu'on... Roger Ebert, qui est un des grands critiques du cinéma, un que j'apprécie particulièrement aussi. Il est mort malheureusement, mais bon. Donc il va affirmer que ce serait la première fois qu'on introduit un héros avec une quête qui a pas de lien avec l'histoire principale, un peu comme les James Bond, là, que le film s'ouvre sur une affaire qui a complètement aucun rapport. Ce serait en fait la première fois que ça arrive. Puis c'est aussi le premier film à combiner toutes ces thématiques, là, donc la formation du groupe, ce héros-là qui a pas rapport, mais également ceux du héros réticent, qui ne veut pas nécessairement prendre la quête, ou il la prend un peu par dépit. Ou qui combine aussi les thèmes de la romance entre le plus jeune du groupe et quelqu'un d'externe là, qui doit sauver en fait. Etc. Donc ce serait vraiment le premier film à regrouper tous ces éléments-là. Kurosawa a beaucoup insisté aussi sur le fait de construire un vrai village puis non pas de faire le tout en studio par souci d'authenticité, mais pour aussi améliorer le jeu des acteurs. Évidemment, je crois qu'on le voit dans beaucoup de trucs, là, tourner sur un green screen par exemple, ça serait pas le cas à l'époque, mais même aujourd'hui, les acteurs trouvent ça difficile de tourner sur des green screens parce que tu n'as aucune idée de ce que tu regardes ou rien. Donc, c'est un peu une confiance aveugle envers la production. Mais quand tu as des vrais décors, par exemple dans Game of Thrones, quand on regardait des behind the scenes, des trucs comme ça, les acteurs étaient toujours époustouflés devant l'ampleur des décors et tout. Donc, c'est vraiment ce que Kurosawa a voulu faire. Même chose aussi. D'ailleurs, cette construction-là, bien évidemment... coûté pas mal plus cher au studio que prévu, donc c'est ce qui ajoute en fait aux nombreux problèmes de production. Il y a eu des manques de ressources, il y a eu beaucoup de pluie aussi pour construire
durant la construction du village. Toujours pour ajouter un peu à l'authenticité puis du jeu des acteurs, pour le tournage, on a utilisé la lentille téléphoto, qui est la particularité en fait d'avoir une longue profondeur de champ focal, profondeur de champ, pardon. Donc ça permet en fait à la caméra d'être très loin de l'action, mais d'avoir quand même un bon souci de détail. C'est toujours parce qu'évidemment il y a quand même des grandes scènes d'action avec beaucoup de chevaux et tout, une grosse coordination. Donc ça permet d'être loin de l'action, mais quand même de capter bien. Puis c'est ça, les acteurs, eux, ont pas à se soucier de où est la caméra parce que tout se fait quand même très loin d'eux. De même, pour ajouter justement, parce qu'il y a quand même un déploiement considérable de scènes d'action, on va utiliser c'est la première fois en fait que Kurosawa va utiliser plusieurs caméras pour tourner un film. Normalement, un petit film de base, c'est une caméra, puis c'est elle qui filme tous les plans, mais là, on va en utiliser 3, ce qui va permettre de filmer sous différents points de vue, puis de pas avoir à recréer les grosses scènes. Par exemple, il y a un incendie dans une forteresse, un village. Veulent aller attaquer. En fait, là, les attaquants sont proches, puis là, c'est la nuit, tout le monde dort, donc les samouraïs en profitent pour aller mettre le feu au village, tout simplement. Puis... ouais, ben c'est ça, mais c'est en fait, tu fais pas 3 incendies d'une bâtisse, là, tu t'en fais rien qu'une, mais t'as filmé de plusieurs points de vue. Puis Kurosawa, par la suite, va toujours travailler avec plusieurs caméras, même pour un film dramatique qui est pas à grand développement et tout, parce que ça va lui permettre d'avoir de la latitude. C'est lui qui monte ses films aussi, puis d'ailleurs, il y a la particularité d'être, je crois que c'est le seul réalisateur ou presque qui fait ça, c'est que il filmait les scènes le jour, puis le soir, il montait ce qu'il avait filmé. Normalement, c'est tu filmes tout, puis après ça, tu t'en vas t'asseoir avec le monteur, puis tu fais le montage. Mais lui, il faisait ça le soir même, ce qui d'ailleurs pas révolté, mais en tout cas, il suscitait l'admiration de Spielberg et des autres grands réalisateurs de cette d'une époque un peu plus récente quand même, là, mais il en revenait pas comment il était capable de faire ça. Donc, c'est ça, puis... aussi, il va aussi créer, encore souci d'authenticité, il va créer un registre de tous les villageois pour aider les figurants, même ceux qui parlent pas, là, à créer un lien d'appartenance envers leur personnage, mais aussi pour faciliter un peu, là, savoir qui fait partie de ta famille puis qui n'en fait pas partie. Donc même les extras devaient, d'une certaine façon, connaître leur personnage. La bande sonore est signée Fumio Ayazaka, qui est un ami et collaborateur de longue date, qui va mourir par contre tout de suite après la fin pas du tournage, mais bien de la sortie du film. Il va mourir, je crois, en 55. Mais c'est ça, c'est lui qui a fait la plupart des films de Kurosawa, disons, avant Seven Samurai. Au Japon, à sa sortie, il va avoir une durée de 207 minutes, comme on l'a dit, mais lorsqu'il va être exporté aux États-Unis, on va en couper 50 minutes, parce qu'on croyait qu'on avait peur que l'auditoire ne veuille pas l'écouter du long de 3h30, évidemment, donc ça donnait 2h40, ce qui est déjà long, mais c'est acceptable quand même. Mais par contre, dans les années 90, c'est la version originale de 207 minutes qui est pas mal toujours utilisée. C'est la version de Criterion également. Je vais revenir là-dessus peut-être un peu plus tard. Le film a quand même été un succès commercial, même s'il a terminé 3e des films les plus rentables en 1954 au Japon. On se doute qu'il y avait Godzilla aussi cette année-là, donc c'est quand même une grosse année, mais... c'est ça, et le studio finalement va quand même en sortir gagnant. Il y a quand même un consensus critique autour du film là, que plusieurs considèrent comme l'un des meilleurs films de tous les temps. Le film, il fait... une des raisons en fait, c'est que le film fait contraste un peu avec les autres films japonais de l'époque. Oui, c'est une grosse production, mais c'est aussi... ça ressemble en fait à un gros blockbuster de l'époque. C'est un style un peu plus hollywoodien. Kurosawa va beaucoup se faire critiquer d'ailleurs à ce sujet parce que on va l'accuser de faire du cinéma pour les Occidentaux puis de pas faire du cinéma pour justement la population japonaise. Ce à quoi il va répondre, oui, mais je prends des éléments du monde occidental, mais que j'applique au contexte japonais. Les samouraïs vont en faire beaucoup des films de samouraïs. Mais c'est ça fait que c'est une construction quand même assez contemporaine. On n'est pas perdu, tu sais. Mettons, entre aujourd'hui, le cinéma américain puis le cinéma européen, il y a quand même une grosse différence de style. Mais c'est ça, Kurosawa va vraiment le faire comme un blockbuster en fait, même si c'est
pas très typique comme blockbuster. Oui, il y a des scènes d'action, mais c'est quasiment relégué au dernier plan, décidément délégué au dernier acte, mais bon, il n'y a pas vraiment de scène d'action pendant un bon 2 heures du film. Peut-être qu'on pourrait parler justement de ce que ce film-là a... comment il a été référencé dans la culture populaire, comment est-ce qu'on en a fait référence, les remakes aussi, parce qu'il y en a eu, je te laisse. Oui, écoute, oui, c'est ça, c'est mon bout préféré. Donc, on dirait, je me suis donné la mission, en fait, là, pour chacun des critérions qu'on allait regarder, de voir, à trouver les références dans la culture populaire, et surtout, dans d'autres là, qu'on a vu, il y a vraiment des références à la culture ultra populaire, là, puis je suis quand même assez fière de moi là-dessus. Mais écoutez, en fait, la première chose là, qu'on a remarqué, que je m'étais noté là, dans Seven Samurai, c'est que l'histoire en tant que telle me faisait beaucoup penser à c'est Une vie de Bestia, le Bug's Life de Pixar. Puis finalement, coudonc, c'est vraiment une inspiration. Donc c'est en fait là, parce que ceux qui l'ont vu vont le savoir automatiquement là, mais pour les autres, c'est exactement la même histoire. Donc un village qui se fait voler du riz là, puis qui décide du riz, des provisions, puis qui décide de faire appel là, à une troupe dans Bug's Life, c'est une troupe de théâtre, là, c'est même pas des vrais défenseurs, là, mais c'est ça, donc ils font appel à une gang là, pour les sauver, pour battre les autres là, qui veulent leur voler leurs ressources. Donc c'est exactement la même chose que justement le Pixar. Là, j'avais séparé mes échos à la culture populaire en 4-5 catégories, mais sont toutes un peu partout, là, mais on va y aller comme ça. Donc pour ce qui est justement de l'histoire, il y avait... A Bug's Life, comme j'ai mentionné, il y avait aussi dans nos recherches apparemment une BD de Star Wars qui est le Marvel Comics Star Wars 7, très très spécifiquement, dans laquelle, en fait, Anne se monte une équipe pour aider un village à se défendre contre des bandits. Donc, c'est pas mal la thématique qui va être utilisée souvent, là. Oui, on dirait que c'est universel, il y a plein de films un peu comme ça, mais celui-là, c'est pas mal l'un des premiers. Là. Probablement, effectivement. Il y avait aussi, apparemment, on l'écoute pas, là, mais l'épisode 4, très précisément, de la série Mandalorian, où c'est exactement la même chose, là. Pour ceux qui l'écoutent, je vous invite à nous faire part de vos commentaires, parce qu'on n'écoute pas ça, nous, de Mandalorian, mais bref, oui, probablement, mais en tout cas, c'est ça, il y avait cette référence. On reste dans l'univers de Star Wars, hein. On voit qu'il aime, d'ailleurs, je vois le prochain point, Star Wars encore. Le prochain point, donc, dans la catégorie inspiration, on parlait beaucoup de Star Wars pour deux points, là, en particulier, donc, l'espèce d'histoire d'amour, si vous voulez, là, qui se développe entre deux personnages, le garçon étant un apprenti d'un maître, donc, là, ça peut nous faire penser à A New Hope, quand Luke est comme un peu fasciné par Leia sans savoir le lien qui les unit, évidemment. Mais où Luke est l'aspirant, là, dans le fond, le trainee de Yoda, puis c'est ça. C'est dans l'autre, c'est pas dans le 5 non, là, qui... c'est... Ouais, il me semble que c'est dans le 5 qui... Possible. Ouais, en tout cas, oui. Pas souvenir, mais disons, bref. La première trilogie. L'essentiel est là, donc élève de Yoda qui est un peu fasciné par Leia. On parlait aussi de Mandalorian en général, apparemment. Là, je peux pas vous expliquer pourquoi. Et... je pourrais peut-être finir avec Star Wars, dans le fond, aller dans une autre catégorie. On parlait de Star Wars qui aurait copié, en fait, les transitions entre les scènes de Seven Samurai. Elles ne m'ont pas frappé. C'est les transitions. On parlait vraiment d'un plan à l'autre, c'est l'espèce de balayage. Oui, c'est ça, parce que Star Wars, vous le savez, là, c'est très marquant dans les 9 films. C'est quasiment parodique rendu là. C'est ça, tu sais, Star Wars, c'est quelque chose qu'on remarque assez facilement, les transitions entre les scènes qui sont, mon Dieu, on dirait tous les effets sur PowerPoint que tu peux aller chercher. Il y en a, je veux dire, c'est parce que, tu sais, oui, il y a le rouleau gauche-droite au bas, là, mais il y en a plein d'autres aussi. Il y a l'oblique. Il y a des diagonales, il y a des rayons, il y a plein de belles choses, puis apparemment, c'est ça, là, je me rappelle pas exactement de Seven Samurai, mais apparemment que ce serait les mêmes transitions. Donc, on parlait de ça. Toujours en étant dans le montage, il y aurait dans les films de Wes Anderson des belles références à Seven Samurai, au cinéma japonais
en général aussi. Pour celui-là en particulier, on parlait de Isle of Dogs, qui est par ailleurs un excellent film de Wes Anderson, un film d'animation qui se passe au Japon. C'est un film d'animation et c'est quoi la technique d'animation? C'est particulier quand même. C'est comme du stop motion, mais pas tout à fait, là. Mais tu sais, c'est de l'espèce de pâte à modeler, là. Je sais pas. Ça, exactement. Un style d'animation particulier, là, que pas beaucoup de films ont pris à travers le temps. Pas un film d'animation pour enfants, là, disons-le comme ça. C'est pas, je veux dire, c'est pas plein de couleurs, c'est pas éclaté, mais c'est beau, mais je veux dire, c'est pas esthétique ou l'inverse. Non, c'est esthétique, mais pas beau. mais ouais, c'est ça. Mais on est dans le brun, le beige, puis tout ça, avec des chiens qui sont super sales puis qui sont abandonnés et tout. Mais dans Isle of Dogs, j'ai vu un article et aussi une belle vidéo là qui montrait une comparaison presque plan par plan là de quand on rencontre les samouraïs, quand on rencontre l'équipe adverse, toutes les plans sur les visages puis tout ça, mais Seven Samurai, Isle of Dogs ferait exactement la même chose. Donc je l'ai vu là la vidéo, donc oui. Effectivement, il y avait cette espèce d'écho-là aussi parce que le setup est au Japon puis tout ça, donc tu sais, il y a quand même des échos à faire à ce niveau-là. Sinon, on en a parlé brièvement tantôt, là, mais j'irais pour le point, je l'avais appelé se monter une équipe. Justement, là, tous les films de heist, là, les Ocean 11, 12, 13, Suicide Squad qu'on disait, il y avait aussi Justice League, toutes ces affaires-là, finalement, tous les films où on monte des équipes. Inglourious Basterds, un autre bon exemple. Puis, récemment, j'ai regardé Logan Lucky, qui est le même gars qui a fait Ocean's 11, donc les parallèles sont là, mais à la base, qui viennent de Seven Samurai, donc... un épisode aussi récent de Rick and Morty, là, qui rit de cette... mon Dieu, c'est un excellent épisode. On a ri vraiment beaucoup dans cet épisode-là. Où justement il rit d'Ocean 11 plus que en fait Ocean 12 Ocean 12 plus que les autres, mais où à chaque fois que Rick qui est le grand-père là va voir quelqu'un pour faire partie de son équipe c'est toujours sont toujours vraiment partants peu importe ce qui se passe, puis il y a plein de belles choses qui se passent avec ça aussi. Donc c'est ça, Seven Samurai, énormément de références dans la culture populaire. Qui en reste une, en fait, il reste la partie des remakes. Oui, c'est vrai, évidemment. oui, je m'excuse. Les remakes, évidemment, il y a eu 2 fois plutôt qu'une des films Magnificent Seven, qui sont essentiellement la même histoire, mais aux États-Unis. Ouais, un western. Le premier en 1960, le deuxième, 2014, pas certaine, mais avec Ethan Hawke. 2014, je pense. Fait que c'est ça. Donc, puis là, on pourrait, si on voulait, rentrer le film d'Adam Sandler là-dedans, Ridiculous Six, mais c'est vraiment pas la même chose. Puis il y avait aussi le Tarantino, justement, les 8, mais c'est pas la même chose non plus. On parle de titres qui sont plus semblables que le reste, mais qu'à cela ne tienne, Seven Samurai a quand même énormément de références là, dans ce qui suit après, finalement. C'est ça. On voit que ça a inspiré beaucoup de grands réalisateurs, réalisatrices aussi par la suite. Le film fait partie des 1001 films à voir. On l'avait mentionné aussi par... je me souviens plus c'est qui le fait. Le livre est en quelque part, je ne le vois pas, mais je pense que c'est Roy Schneider ou quelque chose comme ça. Donc un des grands critiques, fait aussi partie de la liste des Great Movies de Roger Ebert. Puis le film, c'est ça, aurait... été incité par les premiers westerns, évidemment, de John Ford, qu'on sait que Kurosawa a vu, lui-même l'a mentionné, là, que c'est ça, ces premiers westerns-là l'avaient grandement influencé. Ça s'éloigne aussi des... un peu comme je le disais, j'aurais peut-être dû le mentionner peut-être un peu plus haut, là, mais le film s'éloigne un peu de la tradition Jidai Geki, qui est un film d'époque qui met l'accent sur les combats au sabre dans un Japon féerique. Donc celui-là, il est quand même assez réaliste comme film, c'est très authentique. Il n'y a pas beaucoup de combats de sabre, même, c'est ça, il y a des samouraïs qui utilisent même pas leur sabre, là, c'est inconcevable, littéralement. Il y a aussi la fin qui est marquante, qui
qui fait un beau contraste entre les villageois et les samouraïs. On peut pas malheureusement trop en dire. Ceux qui l'ont vu vont peut-être pouvoir le voir, mais en fait, cette célébration-là, puis les samouraïs, eux, ils célèbrent pas grand-chose, vas-y. Mais dans le film au complet, là, il y a une grande scission là, entre les deux groupes pour les actions qui posent leur rapport à l'autre aussi. Là, c'est deux groupes qui ont peur un de l'autre, puis qui... Ben, c'est que c'était mal vu, je crois, à l'époque. Tu sais, les fermiers, ils savaient que c'était pas commun que des samouraïs viennent les aider, puis les samouraïs, c'est pas leur job d'aller aider des fermiers non plus. Le personnage Kyokyu, en tout cas son nom c'est Mifune, son personnage à lui aussi c'est un ancien fermier, il descend d'une famille de fermiers puis il a été abandonné et tout, donc il y a vraiment comme cette histoire d'honneur puis de pas classe sociale, je sais pas, j'irais pas jusque-là. Non, mais moi je le ferais quand même parce que... Ben, c'est que je sais pas si c'était une classe sociale, les samouraïs. J'ai pas lu tant que ça sur la question. Mais on sent l'espèce de... que les fermiers sont plus bas un peu quand même, puis que les samouraïs sont classés un peu plus haut. Puis c'est pas des services essentiels. Il y a une espèce d'intrigue amoureuse là, semi là, qui se développe entre les deux classes justement. Qui est mal vu, qui va causer la honte sur toute la famille, puis ça va être tragique. Non, mais honnêtement, tu sais, puis c'est qu'après avoir vécu ça, les deux, ils se parlent plus jamais, tu sais, ils oseront même plus se regarder, puis à la fin du film, justement, là, quand c'est réglé, là, les situations, mais on les voit se regarder, puis ils se parlent pas, puis il y a plus rien, puis elle retourne à sa vie, puis lui, il est comme... un peu triste de tout ça, mais il faut qu'il l'accepte parce que jamais ça va se reproduire. Donc, c'est... il y a quand même une division là, entre les deux qui est assez marquée dans le film, je trouve. On pourrait parler peut-être de comment est-ce qu'on a trouvé le film. On a beaucoup parlé du film, là, mais comment est-ce qu'on a trouvé ça? Là? Je te laisserais peut-être commencer. Ouais, ben là, c'est bien plate, là, je vais te dire ça, mais en fait, j'ai trouvé ça long. Ce qui fait pas en sorte que c'était pas bon, ni pas intéressant, mais c'est pour ma part, là, c'est totalement un point de vue super personnel, là, mais il faut me garder accroché. Mon Dieu, que j'ai de la misère avec la tension qui est longue, puis c'est pas quelque chose que j'ai eu tout le temps dans le film. C'est peut-être parfois plus difficile à comprendre. C'est sûr qu'après, avec les recherches, tout fait du sens, là, mais... j'ai trouvé que c'était bon, que ça nous gardait là aussi, mais la petite pause dans le milieu est bienvenue. C'est ça. pour commencer, enchaîne. C'est ça. Mais moi, la longueur, au contraire, j'aime ça, les films longs. Celui-là, c'est ça, il n'y avait pas nécessairement des longueurs, mais on dirait qu'il y a quand même certaines pas incompréhensions, mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, là, après avoir fait la recherche sur le film, on le comprend un peu mieux, puis ça me donne quasiment le goût de le réécouter, mais là, je l'écouterai peut-être pas tout de suite, là, nécessairement. Moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il a passé quand même assez vite. Je trouvais que, c'est ça, il y a quand même beaucoup de stock, là, même si c'est pas hyper dynamique, il y a quand même beaucoup de matériel, puis il y a pas tant de longueur, mais... vu qu'il se passe pas grand chose non plus, en tout cas c'est vraiment un sentiment bizarre qui m'a habité tout le long, mais sinon au niveau des thématiques, j'ai trouvé justement que c'était très, je vais dire conventionnel, mais c'est bien que ce soit conventionnel parce que c'est ça, c'est un film qui a quand même relativement bien vieilli. C'est des thématiques où c'est une construction narrative à laquelle on est habitué, donc pour moi je trouvais que c'était... clairement, si ça avait été fait il y a 15 ou 20 ans, j'aurais pu le croire. Donc, au niveau de la construction narrative, moi, je trouvais que c'est ça. C'était assez moderne quand même, mais à l'époque, ça devait faire quand même assez contraste, surtout dans le cinéma japonais. Mais bon, peut-être que ce film-là a eu l'effet d'un parasite qu'a fait aujourd'hui, là, mais parce que c'est ça, c'est un... C'est construit comme un blockbuster, là, peut-être un petit peu moins dynamique, disons, là, mais c'est vraiment construit comme un blockbuster ou comme un western blockbuster, en fait. Là. Ouais, je suis assez d'accord. Puis, tu sais, malgré sa longueur, non, effectivement, il y a pas nécessairement de longueur dans le film. Mais oui, la construction, c'est pas
on perd pas l'intérêt, je dirais, dans le film. Le montage d'équipe dure à peu près 1h30. C'est impensable. Mais j'aurais été curieux de voir la version 50 minutes écourtée, voir où est-ce qu'on a coupé, puis voir si ça rend le film un peu plus dynamique, parce que, tu sais, c'est ça, je crois que, si effectivement aux États-Unis il a été diffusé comme ça, je crois que c'est pour ça qu'il y a eu quand même un bon succès. Mais j'aurais aimé ça voir la version courte avant de voir la version longue, disons. Mais bon, là, pour l'instant, il y a pas mal juste la version longue qui existe, puis c'est comme ça qu'on veut qu'elle soit projetée aussi. Mais je serais curieux quand même de le voir un peu plus court, un peu plus... comment on appelle ça? Concis. Ouais. Non, je serais curieux. Sinon, au niveau justement des scènes d'action, ils sont quand même assez impressionnantes. Là, quand tu vois la tralée de chevaux qui descend la côte à pic, là, moi, être un cavalier, je sais pas si je l'aurais descendu cette côte-là, mais je trouvais ça assez impressionnant. Puis justement, la lentille de longue profondeur de champ permettait justement qu'on ait une belle vue d'ensemble panoramique justement sur ces bandits-là qui descendent. Qui descendent ça. Il y a plusieurs... tu sais, la scène où il y a un incendie, il y a 2 incendies, en fait, dans le film. Les 2 sont quand même assez... très, très belles. Il y avait aussi beaucoup de scènes de pluie, puis on sait pas... je sais pas, je l'ai pas vu là nulle part, mais je sais pas si c'était des conditions qui étaient là, ou si ça a été créé, là, mais énormément de scènes dans la pluie, de scènes de cheval, beaucoup de boue, beaucoup de combats dans la pluie aussi. J'ai eu un petit peu plus de difficultés là, avec les chevaux qui tombent par terre, qui se relèvent pas, tu sais, ça vient me chercher un peu. C'était pas des chevaux, c'est des cascadeurs. Oui, c'est ça, oui. C'était Secretariat. C'est ça. Mais BoJack Horseman. Non, mais à part ça, les scènes étaient super belles, mais c'est ça, c'est pas toujours facile à regarder, là, mais bon, c'est moi, là, c'est totalement subjectif. Non, mais c'est vrai, mais pour ce qui est de la température, en fait, j'ai pas vu tant de Kurosawa que ça, mais par exemple, dans Rashomon, je pense qu'il mouille pas mal tout le long du film aussi, donc ça doit être voulu. Je crois que l'aspect de température joue un rôle important dans les films de Kurosawa, mais bon, on va pouvoir le voir quand on va en écouter d'autres aussi. Sinon, c'est ça, c'est un bon film, mais là je le regarderais parce que j'ai fait la recherche autour, mais je l'aurais pas re-regardé tout de suite. Là, on dirait qu'il y a comme... Puis c'est ça qui est un peu paradoxal, on dit un film de 3h30, mettons Irishman ou des trucs comme ça, un film de 3h30, quand est-ce qu'on va trouver le temps d'écouter ça? Mais en même temps, on binge-watch des séries, tu peux écouter 10 épisodes d'une série en une journée, et puis, c'est un contraste bizarre, je sais pas, on dirait qu'un film, c'est plus sérieux, c'est plus lourd, alors qu'une série télé, c'est plus léger, il y a des fillers. Tu sais, je veux dire, moi, je le vois comme ça, là, c'est beaucoup plus facile de s'engager dans d'innombrables heures de série parce que tu peux la couper, justement, puis le film, c'est que t'as pas le choix de le prendre en un bloc, 2 dans ce cas-ci, mais en tout cas, c'est ce que j'en ressors. Non. Moi, c'est pas mon préféré de Kurosawa, malheureusement. Moi, on y reviendra, mais Rashomon, moi, j'ai vraiment aimé ça. Même Dreams, que j'ai vu aussi, je les ai vraiment appréciés. Je peux comprendre sa présence dans Criterion, évidemment, un des premiers blockbusters à l'extérieur, tout simplement, mais aussi à l'extérieur d'Hollywood. On comprend aussi avec l'influence qu'il y a eu dans la culture populaire et que ce soit un film marquant. On n'était pas là à l'époque pour juger d'à quel point il était marquant, mais bon, on juge les témoignages. Je pense qu'avec les références qu'on voit aujourd'hui, on peut se dire que ça a marqué les esprits, à Hollywood surtout, là. Mais je pense que son statut de classique qui se situe dans les meilleurs films ever made, je pense qu'on le voit dans tout ce qu'il a créé après aussi. Je le comprends, mais malheureusement, je le partage pas tant que ça. Il sera pas dans mes listes de mes films favoris. Malheureusement, j'aurais aimé ça. Peut-être que justement, un peu comme La Grande Illusion la semaine dernière, c'est un film qui bénéficie de plusieurs écoutes. Pour justement pleinement en profiter. Je crois qu'à ma deuxième écoute, je vais être pas mal plus affûté, puis tu vas commencer à porter attention justement aux transitions que tu parlais, mais à d'autres éléments du film, vraiment les jeux de caméra, puis l'espèce de raccord naturel qui en est fait.
Mais ma première écoute, c'est ça, m'a un petit peu déçu. Mais ceci étant dit, c'est vraiment pas un mauvais film. Là. Moi, j'y donnerais peut-être un 3 étoiles et demie, disons, sur 5, là, ce qui est l'équivalent d'un 7. Là. Ça, c'est un très bon film, mais c'est ça. Je pense que ma deuxième écoute va être vraiment plus enrichissante, mais je sais pas quand est-ce qu'elle va se faire, cette deuxième écoute-là, malheureusement. Si vous voulez venir l'écouter à la maison, venez, puis on va l'écouter, puis ça va nous faire plaisir. Mais non, c'est ça, moi j'irais qu'un 3 étoiles et demi, je crois. Ouais, j'irais aussi avec peut-être un 3 sur 5, ce qui en ferait un 6 sur 10, un bon, dans mon cas, parce que je suis pas prête à le descendre vraiment en bas de ça. C'est pas un film qui a pas de qualité, c'est pas un film que je pourrais appeler moyen, mais je serais pas prête à lui donner un très bon, parce que il y a un peu justement de lenteur. L'intérêt est conservé quand même, mais j'ai besoin d'énormément de stimulation au cinéma, puis c'est pas quelque chose que j'ai réussi à avoir là-dedans, puis c'est pas toutes les situations, comme je le disais plus tôt, qui sont claires aussi, donc tu sais, je trouve ça dommage d'avoir eu à faire des recherches là, pour comprendre certains éléments qu'on nous a présentés. Ça va être le cas avec tous les films dont on va parler, là, mais je pense que dans ce cas-ci, le fait que la barrière de la langue était là aussi, ça peut avoir joué là-dessus, là, mais somme toute une belle expérience, mais pas quelque chose que je referais nécessairement. Là. Un classique qu'on a check. Voilà, exactement. Littéralement, mais c'est ça. Je serais quand même curieux de le réécouter éventuellement. Puis vu que c'est notre deuxième émission, en fait, j'en profiterai pour... J'aimerais ça qu'on fasse une espèce de palmarès de nos films préférés de Criterion, plus on monte dans la collection. Donc, j'aimerais ça t'entendre peut-être. Est-ce que tu as préféré celui-là ou La Grande Illusion? Je dirais La Grande Illusion. Je trouve j'ai l'impression qu'il y avait pas plus de choses à dire, mais qu'on était plus allumé sur la Grande Illusion qu'on l'est sur celui-là, ou en tout cas pour ma part. Donc, j'irais, oui, avec La Grande Illusion. Aussi parce que c'était drôle, c'était le fun, ça faisait contraste, tout ça. Là, on est plus... on est ailleurs. Je sais pas comment le verbaliser vraiment, mais c'est un feeling. Donc, La Grande Illusion. Moi aussi, j'irais avec La Grande Illusion, mais les deux, je leur ai donné 3 étoiles et demie. Mais La Grande Illusion, je crois que ça tombe plus un peu dans mes cordes. Je suis pas un fan de films d'action nécessairement. Bon, c'est pas nécessairement non plus un film d'action, Seven Samurai, mais c'est ça. Je crois que La Grande Illusion, ça venait chercher plus des thématiques que j'aime. La touche d'humour aussi était... il y en avait de l'humour dans Seven Samurai, mais elle faisait pas rire. C'était plus un peu limite cringe, là. Non, mais je serais pas prête à aller là, par contre. Le personnage là, qui est le faux samouraï, qui est finalement le personnage principal du film, oui, peut-être particulier, mais a sa place. Ajoute une touche de légèreté à l'ensemble, puis je pense que sans lui, ça aurait été différent. En fait, là, pour ceux qui l'ont pas vu, même ceux qui l'ont vu, il y a ce personnage-là qui est justement pas un samouraï, donc qui est pas aussi patient, qui est pas aussi valeureux, qui est pas aussi zen que les autres, mais mon Dieu, qui fonce dans le tas, puis qui se pose aucune question, puis qui hésite pas à se battre, puis je pense qu'à la fin, il fait partie des survivants aussi, parce je me rappelle pas, mais tu t'en souviens pas? Que oui. Non, non, malheureusement. Bon, on spoilera pas, malheureusement. Non, c'est bon, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui a de l'honneur quand même, qui est là pour les autres. Il finit par se prouver, là. C'est comme n'importe quel récit initiatique, c'est ça? Mais tu sais, c'est en même temps, c'est lui qu'on place quasiment au rang de personnage principal, mais il y en a pas vraiment dans le film. On partage pas mal plusieurs personnages en même temps, mais non, je serais pas prête à dire que l'humour est pas efficace. Moi, il est pas venu me chercher plus que ça, malheureusement, comparativement à c'est ça, tu sais, dans La Grande Illusion, c'est ça. J'ai trouvé ça bien. Donc, c'est ça. Donc, pour nous deux, en fait, ce serait La Grande Illusion entre les deux qu'on préfère. Donc, est-ce que ça va changer à la prochaine émission? Vous le saurez quand on va sortir la 3e émission. Je ne sais pas ça va être quand, mais on a déjà vu le film, donc nous, on connaît la réponse. Donc, merci d'avoir été des nôtres, encore une fois. On remercie aussi CFAC de nous héberger comme ça. C'est un temps de crise et tout, on peut pas faire notre émission ciné-histoire traditionnelle, ni avec Yannick parce qu'il n'a pas le droit de venir ici nécessairement, mais c'est ça, merci à CFAC de nous héberger, sinon ça va toujours être
vous devez savoir que c'est disponible sur YouTube, parce que c'est probablement là que vous l'écoutez ou sur notre site. Peut-être le mot de la fin. Oui, ben en fait, non, mais c'est juste le prochain épisode va se concentrer sur The Lady Vanishes de Hitchcock, qui est un film de 38. Ouais. Donc voilà, ça va être très intéressant. 1900. Oui, oui. Mais merci d'avoir été des nôtres, puis on se retrouve à un moment donné.